Bonjour, bonsoir à tous, c'est Komorebi. On se retrouve pour un nouvel épisode de la... On se retrouve pour un nouvel épisode de la lumière pop de la semaine. Le deuxième épisode sur la semaine 28. Je suis pas en avance dans mon sprint pour rattraper mon retard, parce que cet épisode est censé sortir aujourd'hui ou demain, pour que ça soit à peu près séparé dans la semaine. Et je le tourne aujourd'hui. Mais déjà, je tourne à 18h et pas 22h, pour la première fois depuis un petit moment. Donc on peut dire qu'il y a un petit peu de mieux. J'espère que vous allez bien depuis dimanche dernier, que vous avez bien profité de la vie et de la lumière pop en général. Est-ce qu'il y a eu des trucs particuliers pour moi depuis dimanche? Pas spécialement. J'ai apparemment un peu repassé du côté film plutôt que du côté série dans lequel je suis depuis quelques semaines. Donc à voir comment ça rendra d'ici quelques épisodes. Et sinon, on mène la vie tranquillement. On fait 5 minutes d'escalade et hop, on a déjà plus le temps de la soirée. Bon, 5 minutes qui ressemblent plus à 3 heures qu'autre chose, mais ça va vite en fait, la vie quand on travaille. On n'a pas autant de temps libre qu'on veut. Pour cette semaine 28, j'avais lu 3 mangas et vu 2 films au cinéma. Et c'est donc ce dont on va parler. N'hésitez pas quand même à mettre un like, à vous abonner, à venir sur Discord, à venir sur Twitch, à me dire ce que vous avez pensé des œuvres dont je parle dans cet épisode et ce que vous avez découvert récemment. En tout cas, tout d'abord, j'ai lu le volume 12 de No Longer Rangers, donc de Negi Aruba, l'auteur de The Carte Essentielle, le quintuplex. C'est compliqué, là aussi, donc comme le précédent, qui était je ne sais plus quelle œuvre. Hop, on peut regarder vite fait comme ça, parce que je fais référence à des trucs qui sont pas dans les épisodes, donc c'est pas très pratique. Shaman King The Superstar. C'est un volume bien plus dense où il se passe beaucoup de choses différentes, avec beaucoup de personnages et beaucoup d'explications de qui en est où et quels sont les objectifs et quels sont les différents clans en présence. Donc c'est assez lourd de base comme volume à lire et c'est encore pire en n'enchaînant pas les volumes. Le précédent devait être là il y a 3 mois, quelque chose comme ça. Ça fait trop de temps, les choses sont pas fixées, les personnages non plus. Ce qui n'aide pas à la compréhension globale et au plaisir de lecture, qui est beaucoup dans l'incompréhension et dans l'éloignement des personnages, parce que je les ai pas assez croisés, je les ai pas assez en mémoire pour être impliqué à 100%. Alors que je pense, pour le coup, contrairement à Egrégor par exemple, que ici, en enchaînant un peu plus le volume, on peut avoir des choses qui fonctionnent plutôt pas mal dans No Longer Rangers. Notamment les arcs courts ou simples, j'ai déjà kiffé en les lisant, en direct, avec le rythme classique de parution. Donc je pense qu'en enchaînant plus, on peut aussi kiffer dans les arcs plus longs et plus compliqués. Mais au final, ouais, ça fait un tome assez dense dans le nombre de sujets et de personnages mis en avant, mais si on résume, on a finalement, principalement, que l'escadron, donc les Power Rangers, qui gagnent leur combat plutôt facilement, quoi. Et c'est dommage, parce que c'est les personnages présentés comme les héros au sein de l'univers du manga, mais qui nous, avant le recul et avant les secrets, on sait que c'est eux les méchants et de sacrés personnages de merde. Bon, en face, ils sont pas non plus tout blancs, mais bon, on va dire que c'est pas les héros qu'on pense. Et ouais, ça raconte pas grand chose de plus là, juste ils gagnent facilement.
Ça veut tenter des sujets un petit peu. Dans leur clan, il y en a quand même évidemment qui sont sympathiques, rarement ceux au plus haut niveau hiérarchique. Et donc, voilà, la petite confrontation entre les chefs tyranniques et mauvais et leur main-d'œuvre, on va dire, sympathique et bien pensante, avec des sacrifices, des bonnes idées, de l'envie de faire mieux. Tout ça pour qu'au final, absolument rien ne paye. C'est bien, et c'est ce qu'il faut de créer des personnages un peu plus gris pour nuancer l'univers. Mais l'univers n'est pas nuancé du tout. Pour l'instant, il donne à 100% raison ceux qui sont méchants et qui justifient comme ça qu'il faut être méchant pour réussir. Et factuellement, ben pour l'instant, tous ceux qui ont réussi sont méchants. Je pense qu'il n'y a pas que ça, et ils ont confondu cause et conséquence, mais euh, voilà, l'univers est étrange et ça limite un peu le plaisir de lecture alors que c'est censé être le propos principal de qui sont les vrais héros, où sont les personnages gentils, qui sont du coup un peu dans chaque camp. C'est chaud comme lecture, j'ai tout oublié avant de le lire, j'ai tout oublié après l'avoir lu, mais bon potentiel à la relecture. Ensuite, voilà donc mon œuvre préférée de la semaine. Je suis allé voir Superman de James Gunn au cinéma. Film censé ouvrir le nouvel univers narratif DC Comics au cinéma. Tu sens que c'est le film d'ouverture de l'univers, avec des personnages qui sont déjà mis en place, déjà connus du grand public, et qui avaient déjà un univers il y a très peu de temps, puisque on n'a pas l'origin story de Superman, qui est en place depuis 3 ans, mais ça apporte des choses différentes dans le propos et dans le ton autour du personnage, donc c'est plutôt pas mal. Et ensuite, ça nous fait présenter pas mal d'autres méta-humains qui sont déjà en présence ou existants. Et voilà, on a déjà fait un tour de pas mal de personnages qui seront utiles à l'univers petit à petit. Et au final, j'ai passé un très bon moment devant ce film. Je le trouve très naïf et plein d'espoir, mais bah, c'est littéralement, pour moi, la base du personnage de Superman. Ça en fait un film assez simple, juste t'es naïf, ça plein d'espoir et ça suffit pour tout sauver, mais ça fait un bien fou de voir un personnage purement positif à 100%, dans sa mentalité et dans ses envies, tout du moins, même s'il se questionne sur ses origines et sur la mission qui l'a emmené à venir sur Terre, ainsi que sur sa filiation, il y a pas mal de sujets autour de ça. Mais avec de tels pouvoirs, il aurait pu tellement mal tourner à plus d'un moment que son humanité exceptionnelle et grandiloquente est trop agréable à voir. Je comprends pas comment on peut être déçu de ça. Un Superman Dark pas intéressant et tout lisse, on l'a déjà vu. C'est pas la peine, là on peut avoir un personnage lisse aussi, mais dans la naïveté. Et qui se fait délisser la gueule par ses adversaires et par le monde autour. Qui lui n'est pas aussi lisse, c'est que le personnage qui l'est. Et surtout ça fait plaisir de voir le personnage de Superman être mis en échec à plusieurs reprises, parce que un personnage qui n'échoue pas ou qui n'est pas en difficulté, c'est inintéressant au possible. S'il n'y a pas d'enjeu et que le personnage n'a pas besoin de changer, eh ben ça raconte rien. Les personnages de l'arc plat ça existe, mais c'est pas le plus intéressant. Et donc là, c'est pas le cas. Il y a pas mal d'échecs et de difficultés, mais ça marche bien. Pour pas être lisse, et aussi parce que c'est quand même globalement plutôt bien justifié à chaque fois. Soit parce que c'est un personnage qui a à la fois ses pouvoirs, sa résistance et la connaissance de ses coups préférés, soit parce qu'il protège des gens à côté, soit parce qu'il a été affaibli avant et qu'il n'a pas pu se reposer au soleil. Pas mal de sujets à chaque fois qui justifient bien et qui marchent bien. Et comme il est un peu plus faillible physiquement,
il a besoin d'un peu plus d'entourage pour mener à bien l'énorme sauvetage constant qu'il espère mettre en place. Et c'est cool de le voir bien entouré. C'est pas le seul personnage réussi et agréable du volume. Les journalistes du Daily Bugle, j'ai envie de dire, mais je suis vraiment pas sûr, c'est peut-être le truc de Spider-Man ça, sont plutôt cool. Euh, Il y a un personnage de Pouf un peu nunuche que j'aime pas du tout de base, mais qui va quand même plus loin que ça à un moment et ça joue un peu sur les attentes, ça marche pas trop mal. L'autre gang de méta-humains est pas très poussé, pas très développé ici, mais est plutôt d'une bonne aide. Et même les gens qu'il a sauvés sur place ont un rôle après. Parce que comme il est plein d'espoir et qu'il sauve des gens, bah bizarrement les gens ont plein d'espoir et veulent sauver les gens. Une boucle vertueuse qui fait plaisir à voir. Comme je dis, c'est simple, mais c'est hyper agréable au niveau des sentiments. On a quelques idées cosmiques et visuelles plutôt sympathiques, qui font un peu moins mélasse grise éterne d'autres films qui pourraient avoir le même nom, même si c'est, je trouve, un peu en deçà des compétences que peut avoir James Gunn, dont j'aime bien la plupart des créations jusqu'ici. Les Gardiens 1 et 2 sont trop bien, Peacemaker c'est trop bien, The Suicide Squad c'est trop bien, voilà, j'ai fait le tour de tout ce qui était bien. Et donc ouais, c'est un peu en deçà de ce qu'il peut faire, mais ça reste un bon moment, hein, on va pas se le cacher. Après j'ai noté quelques trucs que j'ai moins aimé, j'ai noté humour bof, B-O-F. J'ai pas spécialement d'exemple en tête, mais bon, bah, j'ai pas d'exemple non plus d'humour qui serait réussi. Donc si j'ai pas retenu une blague ou si j'ai pas spécialement ri, c'est que l'humour est assez bof. Il est pas surdosé, donc c'est pas dérangeant, mais le peu qu'il y a, il est quand même pas nécessaire. Et ensuite, j'ai quelques réticences avec le personnage de Lex Luthor, que je trouve assez désagréable. Il passe beaucoup de temps en colère et à être chiant envers tout le monde. Alors oui, il est riche, alors donc oui, il a un comportement d'enfant gâté à la con. Oui, m'a gâté même, j'ai envie de dire. Mais ben, même si c'est fait exprès, même s'il peut y avoir un repos derrière, je trouve pas ça spécialement intéressant. Alors que le film a plutôt quelques messages politiques à faire passer, qui fait passer avec de gros forceps vu le ton du film, mais ben, qui marche bien pour un film grand public d'ouverture d'un nouvel univers cinéma. J'ai passé un bon moment, très belle ouverture d'univers. Ensuite, j'ai lu le volume 11 de Les Légendaires Saga, donc l'adaptation en manga de la BD française Les Légendaires, que je lisais à l'époque du collège, et dont on va approcher de la fin de ce que je connais. Bon, on a le cycle Anatos, donc c'est le deuxième volume ici. Il doit en rester deux, je crois, qui est un cycle que j'aime beaucoup, que j'avais lu. Et d'ailleurs, j'avais dû lire le diptyque suivant et m'arrêter là, sans raison particulière. Donc au soir, il nous reste encore 4 tomes, on va dire, je crois, de choses que je connais. Et je suis content d'être arrivé ici parce que le cycle Anatos est un cycle plutôt réussi qui fait quand même passer un step à la saga Les Légendaires qui jusqu'ici avait quelques moments sympathiques mais était un poil trop enfantin pour être suivi avec un plaisir gigantesque maintenant. C'est pas un mal, hein. Ça rend pas les enfants pour les débiles non plus, mais c'est juste un poil trop enfantin comme ton. Et des fois, au niveau des personnages, bon. Parce que là, avec le danger que représente Anatos et le fait qu'il veut rentrer en possession du corps d'un des légendaires, ça rajoute un peu de sérieux et de drame. C'est pas ça que je demande et qui est obligatoire pour qu'une histoire soit bonne, mais ça permet, pour le coup, d'ajouter de vraies réflexions et de vraies actions au sein de l'équipe
avec des trucs très importants. Les membres de l'équipe qui sont plutôt enfantins et plutôt bon enfants sont prêts à se tuer les uns les autres si ça empêche l'apparition d'Anatos par exemple. Et après ils se questionnent sur le fait qu'ils sont peut-être pas un bon chef s'ils en arrivent à ces extrémités là. C'est des choses plus poussées, plus intéressantes et cool à lire. Par contre, comme ça fait longtemps que j'ai pas lu la BD, je me questionne quasiment à chaque volume. Je sais qu'il y a des scènes et quelques éléments qui sont ajoutés, mais je n'arrive jamais à savoir quels sont les éléments qui sont ajoutés. Est-ce que c'est juste des combats qui sont allongés? Est-ce qu'il y a des vrais trucs différents? Pas à mon compte parce qu'il n'y a rien qui sort du lot. C'est à la fois bon signe si l'auteur arrive à mélanger sans que ça se voit ce qui existait déjà et les nouveaux trucs du manga. En même temps, si ça se voit pas, c'est que ça se trouve c'est juste des combats un peu plus longs et là c'est pas spécialement intéressant. Mais un volume très cool que je prends. C'est agréable de voir toute son équipe être prête à absolument tout et n'importe quoi pour essayer d'empêcher Shimi de perdre le contrôle de son corps et d'aller très loin dans la dangerosité et dans le fait de faire du mal au monde. Et surtout, c'est pas très positif du tout comme fin de volume, mais c'est plutôt plaisant à lire et à voir ce genre de truc. Un tome au final mieux que les précédents, mais pas non plus exceptionnel. Mais j'ai quand même hâte de finir ce cycle Anatos que j'aime beaucoup, et aussi et surtout de découvrir la suite que je ne connais pas. Ensuite, je suis allé voir L'accident de piano au cinéma, le dernier né de Quentin Dupieux. J'ai commencé ma mini critique en écrivant Dupieux en Dupieux-ing, parce que bon, si t'as vu quelques films de Dupieux, là t'es pas perdu, hein, tu reprends ta recette habituelle d'acteurs impressionnants et trop cool à voir. Franchement, les 4 acteurs nommés sur l'affiche, donc Adèle Exarchopoulos, Jérôme Commandeur, Sandrine Kiberlin et Karim Leclou, c'est des acteurs que j'aime beaucoup et dont j'ai vu pas mal d'œuvres chacun, pour les faire jouer des personnages concons, dans des trucs où la narration est plutôt compliquée, et où ça parle pas mal de mise en abîme et de cinéma. Il y a quand même quelques trucs différents ici, parce que le film est plutôt clair, n'a pas trop de soucis spatio-temporels dans sa narration, ce qui le rend assez simple à suivre, et finalement peut-être même moins marquant que les films précédents. Et ça parle ni de cinéma, il n'y a pas de mise en abîme, parce que le sujet, pendant tout le long métrage, c'est se foutre de la gueule des influenceurs, autant sur le contenu, parce qu'on suit le personnage d'Adèle Exarchopoulos, qui est influenceuse douleur. Elle ressent pas la douleur depuis petite, donc elle fait des vidéos où elle teste des trucs hyper douloureux en temps normal, comme ça, en gros plan, on voit rien sur sa tête, et après elle fait juste « abonnez-vous ». On n'est rien dit sur ce qu'elle a senti ou ce qui s'est passé. Ce qui est donc un sujet morbide, avec les curiosités morbides qui marchent à fond, et qui montre un travail qui a pas l'air très coûtant et pas très poussé. Ça se fout de la gueule des personnes, parce que le personnage joué par Adèle Exarchopoulos est une sacrée connasse. Elle est inintéressante, elle est pleine d'ego, elle est désagréable avec absolument tout le monde, et ça se fout de la gueule des influenceurs sur les raisons également. Parce qu'elle se fait interviewer, donc on lui pose la question de pourquoi est-ce qu'elle fait ça, pourquoi elle continue, comment est-ce qu'elle peut charcuter son corps comme ça pendant autant d'années sans s'arrêter, sans en souffrir, et on n'a pas d'explication sur la raison. À la fin, c'est moins à charge, ça sera plus de la difficulté mentale de ce genre de métier, que ce soit à cause de la célébrité et du fait de plus savoir pourquoi tu fais ça à la longue. Bon, pas aidé par le fait qu'elle est devenue un peu fofolle à cause des conneries qu'elle a fait dans le film.
D'ailleurs, en pensant à ça, le nom du film apparaît au bout de genre sur 1 heure et demie, un truc comme ça. Quoi, c'est déjà fini là, mais il reste plein de trucs. Ah ouais, c'était pas la fin, c'est juste le titre du film qui est là pour ouvrir un nouveau chapitre. C'était juste un peu drôle ça dans le montage global. Mais ouais, le film est en 2 parties quasiment. On a un moment bien bien timé, mais assez long, dans les discussions avec la journaliste, qui sont désagréables pour tout le monde, hein. La journaliste, elle pas ce qu'elle veut. Euh, L'influenceuse, quand elle daigne répondre un peu, ça l'emmerde de devoir réfléchir sur elle-même. Et nous, bah, on est face à 2 personnages antipathiques au possible. Et derrière, ça part un peu plus dans les mystères et dans les meurtres à la Dupieux. Je suis très content de voir Karim Leclou. Je suis très content de l'image finale qui fait une belle boucle avec l'accident du début. C'est globalement concon, mais c'était pas désagréable. C'était étonnamment pas long pour voir qu'il faisait 1 heure et demie au lieu de 1 heure d'habitude, les films de Dupieux. Mais voilà, c'est du Dupieux. À un moment, j'en ai vu pas mal. C'est pas celui-là qui va me changer particulièrement. Et enfin, j'ai lu le volume 27 de Blue Lock. C'est la pire note égalité de cet épisode, partagé avec No Longer Rangers, mais c'est vraiment pas le même C pour les 2 œuvres. No Longer Rangers, le moment était vraiment C. C'était lourd, c'était chiant à suivre, il manquait pas mal de contexte, c'est un vrai C. Là, Blue Lock, c'est un manga que j'aime bien globalement. Le volume se lit bien et vite, mais il est pas assez rempli pour moi, et c'est surtout en deçà de ce que Blue Lock sait faire. Ça aurait été, normalement, ça n'a pas changé grand chose, tu vois, mais ça aurait été plutôt un B, je pense, si le niveau global de Blue Lock était plus bas. Et ayant quand même de belles attentes sur Blue Lock, le volume était moins bon. Parce qu'on a un tome entier juste pour que Iori agisse pour la première fois depuis le début du manga, si je ne m'abuse. Ou alors s'il a fait ses quelques touches dans le match contre les U20 et peut-être quelques touches dans les mini-matchs de test pour choisir l'équipe qui sera dans les U20. Donc on l'a très peu vu jusqu'ici, tout simplement. Donc c'était important de le réintroduire qui il est, ses rêves, ses difficultés, pour pouvoir le lancer correctement dans le foot et le rendre pertinent. Mais faire un volume entier sur ça, j'ai trouvé ça assez long. Sa partie n'est pas inintéressante, mais le fait qu'il n'y ait pas grand chose d'autre, alors que ça reste quand même un gros volume avec 9 chapitres, et que l'histoire du personnage en fait pas spécialement 9, le duo Iori-Izagi fonctionne très bien. Cette idée de les pousser plus loin ensemble sans qu'ils aient besoin de se regarder car ils ont un objectif commun, ils ont le même but, par rapport au foot en fait, c'est intéressant, on l'a pas vu jusqu'ici, je prends. Iori qui se fait massacrer par les attentes de tout le monde dans sa vie depuis petit et qui ne vit pas pour lui-même et qui commence enfin à avoir quelques envies pour lui, c'est à peu près nouveau dans le manga, c'est intéressant, mais sur 9 chapitres, c'est peu, parce qu'il y a que ça. Donc au final, le volume fait assez vide et long. Et globalement, c'est un peu mon problème avec l'arc global de la Neo Egoist League, dont on approche de la fin, parce qu'on a vu 3 matchs de notre personnage principal, et qu'il n'en reste plus qu'un. On a la moitié de l'arc en quantité de chapitres, mais dans l'idée, on a fait les 3 quarts. Pas une bonne chose de dire ça. C'est pas l'arc le plus efficace. Les personnages sont trop séparés, sont trop nombreux. C'est en même temps la dernière sélection avant la Coupe du Monde, donc il faut traiter tout le monde et vraiment tous les montrer. Mais ça prend du temps, hein. Ça fait vraiment un tome par but. On se traîne le cul. Non pas que je veux qu'il y ait plus de buts,
mais je veux qu'il y ait plus de propos et plus de développement autour d'eux. Mais le problème, c'est que tu peux pas développer tout le monde un peu, t'es obligé de faire un gros développement par personne. Iori s'est fait là, on l'a jamais vu avant, on le reverra jamais après. D'autant plus qu'au final, Iori est super fort, il gère ses pieds et tout ce qu'il fait sans aucun souci, et il aide parfaitement Izagi selon ses attentes, alors que ça sort de nulle part vu qu'il a rien fait avant et qu'on l'a pas vu monter en puissance, que le seul problème c'était la motivation. C'est quand même quelque chose qu'on a déjà vu, un personnage fort, un peu à l'instinct, et qui a besoin de motivation. Je pense qu'on connaît. Décevant comme tome. Et voilà qui conclut notre épisode de la lumière pop de la semaine, pour la semaine 28. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu, à venir sur Twitch ou sur Discord. On se retrouve normalement dimanche, si je ne me rate pas, pour l'épisode de la semaine 29, qui va nous rapprocher encore un petit peu du fait d'être à jour et de sprinter un peu moins avec ce nouveau format, parce que là, pour l'instant, je perds un peu l'intérêt de devoir en faire autant par semaine. Mais de toute façon, je vais devoir bosser un peu là quand même. Parce que pour l'épisode de la semaine 29, on a 8 œuvres dedans, 7 mangas et une série. Pour l'instant, j'ai écrit une mini-critique sur 8. Donc il va falloir que j'écrive les autres, que j'enregistre, que je monte, que je mette en ligne d'ici dimanche. On est mercredi soir, ça va le faire. Derrière, la semaine 30 un peu plus light avec 2 mangas et une série. Donc ils devraient sortir normalement mercredi 6 ou jeudi 7. Et ensuite on aura la semaine 31, qui est celle en cours actuellement, dont la sortie est prévue avec le rythme normal le 10 août et qui sortira le 10 août. On sera à jour donc dimanche prochain, d'ici 3 épisodes. Mais bon, d'ici là, il faut que je parle de 8 œuvres, dont j'ai rien écrit en mini-critique, puis 3 œuvres, puis je sais pas combien, parce que la semaine n'est pas finie. Voilà. Bonne fin de semaine à tous. On se retrouve dimanche. J'allais dire peut-être avant en live, mais ça serait bien que je me mette à jour la chaîne YouTube avant de repartir sur Twitch. D'ici là, portez-vous bien, faites-vous plaisir. À Comoré bientôt. Je me barre.